Hélène, bonjour à tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il me semble qu'on a atteint plus d'une centaine de participants et je pense que ce serait bien qu'on ne prenne pas trop de retard sur le timing. Oui, oui, donc bienvenue à tous pour ce webinaire d'information partenariale donc sur le dispositif de relance React EU. On va commencer par un petit rappel des règles pour que le webinaire se passe bien. Donc, les règles classiques, pensez à bien couper votre micro. On a des temps d'échange spécifiques qui seront dédiés tout au long de ce webinaire. Donc, vous pourrez utiliser soit le chat en posant directement votre question dans la conversation, ou alors vous pourrez lever la main et c'est Florence Sicaligny à la modération qui vous donnera la parole ou synthétisera les questions. Pensez bien à activer votre caméra et votre écran quand vous souhaitez parler. Vous avez dû le voir, mais le webinaire est enregistré. Vous avez dû aussi vous inscrire dans des sous-groupes à la réception de l'invitation. Vous serez basculé automatiquement dans ces sous-groupes à la pause. Si ce n'est pas le cas, si vous ne vous êtes pas inscrit, vous pouvez d'ores et déjà le signifier dans le chat et on vous affectera dans le sous-groupe qui vous intéresse, qui sont pour rappel mobilité douce et smart territoire. Voilà, donc ce matin, on a trois objectifs. On va utiliser l'objectif de ce webinaire sera de vous informer sur le cadre réglementaire, le budget, les priorités d'intervention et le calendrier de mise en œuvre du dispositif de relance REACT-EU. Dans un second temps, on vous présentera aussi les 2 premiers appels à projets qui ont été publiés vendredi, qui sont mobilité douce, aménagement cyclable et smart territoire. Et on a des temps d'échange qui sont prévus pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, on a 2 temps. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Donc, une première séquence en plénière qui va durer jusqu'à 10h15, donc où l'objectif sera de vous présenter le dispositif REACT-EU. On a aussi un temps d'échange qui sera proposé au cours de cette séance et un deuxième temps à 10h25 dans les sous-groupes pour parler plus spécifiquement des appels à projets. On a une petite pause de 10 minutes qui est prévue, mais on vous demandera de rester juste 2 petites minutes pour vérifier que vous avez bien été affecté dans un sous-groupe. Si vous restez dans la salle principale, nos collègues seront là pour vous aider et vous répartir dans le sous-groupe que vous souhaitez. Si jamais vous avez la moindre difficulté, on a l'adresse mail reactiu@maregionsud.fr sur laquelle vous pouvez nous contacter. Et je vais maintenant laisser la parole à notre DGA, Madame Raphaëlle de Julie Morgan, qui va vous présenter cette première séquence. Merci beaucoup Camille, merci à tout le monde pour cette participation à notre webinaire sur REACT-EU. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui accèdent au webinaire et qui souhaitent s'inscrire dans les ateliers de la deuxième séquence, donc c'est très positif. Parce que on a un enjeu important avec REACT-EU qui est en gros le volet territorial du plan de relance européen, c'est d'avoir une programmation qui réponde bien aux besoins du territoire et qui puisse être engagée dans des délais extrêmement courts, puisque le plan de relance européen a une durée de 3 ans à partir de maintenant. Donc, je vais vous présenter un petit peu d'abord le cadre dans lequel nous nous inscrivons avec REACT-EU et ensuite, plus spécifiquement, les
la stratégie régionale de mise en œuvre de REACT-EU, de ce plan de relance, et notre dispositif et calendrier de mise en œuvre par thématique. Voilà, alors je ne sais pas comment désactiver toutes ces notifications. Camille, peut-être on peut commencer le déroulé de la présentation. Voilà, pour passer à la page suivante. Voilà, alors les grandes étapes de REACT-EU, en fait, tout ça a démarré il y a un petit peu moins d'un an, donc au mois de mai dernier, avec suite à la crise, au démarrage de la crise sanitaire, une proposition de la Commission européenne pour un plan de relance pour toute l'Europe, donc qui a été annoncé dès le mois de mai et qui a donné lieu à un accord historique au Conseil européen du mois de juillet 2020 à hauteur de 750 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne. Ces 750 milliards d'euros étant en partie financés par un emprunt souscrit par la Commission européenne au nom de tous les États membres. Donc, nous avons été tout de suite sollicités, et l'État également, pour définir ce que pourrait être le plan de relance en France. Plan de relance qui doit être élaboré donc dans chaque État membre, sous l'égide de chaque État, et qui doit être approuvé par la Commission européenne et les autres États membres. Donc, l'État nous a accordé donc aux régions françaises, conformément donc à nos compétences en matière de gestion européenne, une partie de la mise en œuvre de ce plan de relance, et c'est ce qu'on appelle donc REACT-EU. Donc, entre septembre et décembre, les règlements, le budget ont fait l'objet encore de négociations. C'est fin décembre qu'on a pu enfin savoir exactement quelles seraient nos enveloppes et quelles seraient effectivement les grandes thématiques de ce plan de relance. En parallèle, évidemment, nous avons travaillé avec les départements, avec les métropoles, nous avons fait des propositions de stratégie de mise en œuvre de ce plan de relance dans le cadre de notre comité de suivi interfonds, qui est l'instance partenariale de mise en œuvre des fonds européens en région. Ce qui nous a permis de faire une proposition à ce stade informel à la Commission européenne à partir de janvier, donc de stratégie régionale de mise en œuvre de REACT-EU, et ce qui nous a conduit à la fois à soumettre au comité de suivi nos critères de sélection pour ce dispositif et lancer les premiers appels à projets depuis vendredi dernier. Voilà. On va passer à la slide suivante. Donc, les enveloppes, voilà, ça c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, 750 milliards d'euros, c'est le plan de relance européen. Donc, sur ces 750 milliards d'euros, 47,5 milliards d'euros constituent le budget de REACT-EU sur 2021 et 2022. Là-dessus, il y a une première tranche pour 2021 qui a été confirmée pour toute la France, qui est de 3 milliards d'euros. La tranche 2022 doit encore être définie selon la situation sociale et économique dans chaque État membre en fin d'année 2021. Donc, au total, l'enveloppe REACT-EU pour la France sera supérieure à 3 milliards d'euros, mais on n'a pas encore ce montant. En revanche, donc, pour notre région, le prévisionnel sur 2021 et 2022, c'est une enveloppe d'environ un peu moins de 112 millions d'euros. Peut-être que ce sera un petit peu plus, peut-être que ce sera un petit peu moins. Ça dépendra, comme je le disais, de la situation fin 2021 en France et dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, sur ce budget, on prévoit donc de réserver environ 107 millions d'euros
au financement des opérations et là-dessus, une enveloppe de 4,5 millions d'euros est dédiée au crédit d'assistance technique, c'est-à-dire au financement de la mise en œuvre de ce plan de relance. Alors, le cadre réglementaire, donc les objectifs de REACT-EU sont doubles. C'est à la fois permettre aux États membres et donc s'agissant de REACT-EU, aux régions de financer la réparation des dommages liés à la crise, engendrés par la crise. Mais c'est aussi, au-delà de cette réparation des dommages, c'est surtout en fait préparer la reprise. Mais préparer la reprise économique sous l'angle de la transition écologique et de la transition numérique, qui sont les deux grands enjeux de transformation des économies dans l'Union européenne. Il faut également, dans ce cadre-là, avoir en tête que nos modalités d'intervention doivent être à la fois massives, mais rapides. L'idée, c'est vraiment d'agir sur les 3 ans qui viennent, sur donc la relance de l'économie, la transition économique et la transition écologique et la transition numérique. Au niveau européen, le plan de relance vise 5 domaines d'intervention prioritaires, 5 priorités. Priorité à la santé, priorité au soutien aux petites et moyennes entreprises, priorité donc à la transition écologique et numérique, aux services de base et donc aux régions qui auront été les plus touchées compte tenu de leur spécialisation économique dans les secteurs les plus touchés par la crise. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des modalités d'intervention de REACT-EU. Je vais un peu passer sur les 2 premiers items parce que c'est un petit peu notre cuisine à nous. En revanche, un point important, l'idée, c'est que un petit peu comme ça avait été le cas dans le plan de crise de l'Union européenne, on a des règles un petit peu plus souples, enfin beaucoup plus souples quand même, d'éligibilité et d'intervention des fonds européens dans le cadre du plan de relance. Tout d'abord, même si nous lançons maintenant, donc en mars 2021, les premiers appels à projets, les opérations sont éligibles à compter du 1er février 2020. Donc, il y a 1 an de rétroactivité. Et les opérations qui feront l'objet d'une demande de financement peuvent avoir été entièrement réalisées ou en cours de mise en œuvre, ce qui est une dérogation complète à ce que nous pouvons faire habituellement. De même, il est possible que, dans les textes en tout cas, que les fonds de REACT-EU interviennent jusqu'à 100% de financement des opérations. Évidemment, dans les faits, on atteint rarement 100% pour 2 raisons. D'une part, il y a la législation nationale, par exemple, qui peut être plus contraignante. C'est le cas sur notamment les projets des collectivités territoriales, les projets d'investissement, puisqu'on peut rarement aller au-delà de 80%. Un autofinancement en général est requis de 20%. Mais c'est également le cas pour les opérations portées par des entreprises, puisque dans ce cas-là, ces opérations, leur financement est soumis à la réglementation applicable au régime d'aide, enfin aux aides publiques, et les taux d'intervention en général ne dépassent pas 50%. Mais voilà, c'est une ouverture importante qui est faite par la Commission européenne pour favoriser la mise en œuvre de REACT-EU. Voilà, on va peut-être passer à la slide suivante. Vous pourrez poser des questions si jamais vous en aviez sur cette présentation à la fin. Alors, la région s'est appropriée donc ce cadre-là et a fait une proposition de répartition donc de ces 112 millions d'euros. Compte tenu de ce que nous avons pu constater des impacts de la crise sur l'économie régionale
compte tenu de cet objectif de reprise résiliente, numérique et écologique. Nous avons donc commencé à prédéfinir certaines thématiques qui sont la santé, les besoins de financement des entreprises, la transition écologique, la transition numérique. Et nous avons travaillé avec les partenaires de la région au sein du comité de suivi, les départements, les métropoles, pour affiner notre stratégie afin que celle-ci réponde vraiment le mieux possible aux besoins du territoire, dans un objectif également de performance, c'est-à-dire être certain que nous soyons en mesure de bien utiliser l'enveloppe qui nous est confiée pour les trois ans qui viennent. Donc, nous avons travaillé avec les départements et les métropoles qui, elles-mêmes, ont pu consulter leurs EPCI afin d'être sûr que la stratégie que nous proposerions correspondent bien, permettent bien le financement de projets qui répondent aux besoins du territoire. Alors voilà ce que ça donne, hein. Globalement, une enveloppe qui se répartit de la manière suivante. Des forts besoins ont été identifiés donc, en matière de transition numérique et en particulier pour favoriser l'enseignement à distance dans les collèges et dans les lycées. Donc 33% de notre enveloppe va être dédiée à ces sujets-là. Hein. La question de l'éducation des jeunes est apparue comme vraiment le sujet, un enjeu extrêmement important pour notre région, avec des besoins importants dans les collèges et dans les lycées. En second lieu, je dirais à égalité, nous consacrerons 25% de cette enveloppe pour le soutien aux besoins en financement des entreprises et pour la transition écologique. Et en réalité, dans la transition écologique, nous avons fait un focus sur la mobilité douce. Parce qu'en fait, il s'agit de projets qui sont souvent coûteux, qui sont portés par les collectivités territoriales sur tout le territoire et qui pouvaient être réalisés dans des temps assez courts de ce plan de relance, c'est-à-dire moins de 3 ans. Enfin, nous consacrerons 17% de l'enveloppe aux besoins en matière de santé. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail de cette répartition d'enveloppe, de la proposition de répartition de la maquette que nous avons soumise au partenariat régional et aujourd'hui à la Commission européenne. Donc, la santé, je vous en parlais, il y a deux orientations, deux sous-orientations stratégiques. Le soutien aux investissements dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Par exemple, ça c'est un exemple, hein, mais ce n'est pas le seul, la construction et l'aménagement de maisons de santé ou d'EHPAD. Mais avec un lien fort qui doit être démontré avec la crise sanitaire. Hein. Comment mieux gérer la crise, mieux protéger les personnes qui sont soignées, qui sont accueillies dans ces structures médico-sociales du risque d'épidémie et comment mieux prévenir une prochaine vague ou une épidémie similaire. Donc là-dessus, les principaux groupes cibles, ce sont les collectivités territoriales et les établissements publics. Et là-dessus, on a estimé le besoin à hauteur d'environ 9 millions d'euros. Alors, ça peut sembler une petite enveloppe, mais c'est vrai que ce sont souvent des projets importants en termes d'investissement qui ont souvent des durées, en fait, plus longues que les 3 ans auxquels nous sommes tenus. Donc, voilà, on devrait pouvoir financer des investissements, des équipements, mais voilà, l'enveloppe est de 9 millions d'euros parce que
beaucoup de projets qui nous avaient été signalés ont des durées en fait de réalisation qui vont au-delà du 30 juin 2023. Également sur la santé, donc nous souhaitons soutenir les projets de recherche en lien avec la pandémie, qui permettront par exemple, mais pas que, de financer là aussi des équipements de recherche spécifiques. Donc là, les principaux groupes cibles, ce sont les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et là aussi, donc, une enveloppe prévisionnelle dédiée de 9 millions d'euros sera consacrée à cette priorité. Ensuite, s'agissant du soutien aux PME, là-dessus, on va poursuivre en fait ce qu'on a déjà engagé dans le cadre du plan de crise que nous avions lancé en mars 2020 de l'année dernière, c'est-à-dire soutenir les dispositifs qui permettent de financer les besoins en fonds de roulement et l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. Donc, il s'agit d'abonder des instruments financiers pour l'essentiel. Alors, vous connaissez peut-être Région Sud Investissement et notre dispositif pré-rebond qui vient d'être lancé, qui est géré par la BPI, enfin par BPI France. Donc, ce sont des outils qui marchent très bien, qui sont très demandés, qui sont très souples dans leur mise en œuvre, très rapides dans leur mise en œuvre et qui permettent aux TPE, aux PME de bénéficier de prêts et de garanties de prêts extrêmement favorables et rapidement pour leur permettre de faire face à la crise et à leurs besoins de trésorerie. Nous allons également, au mois probablement de septembre, entre septembre et octobre, lancer un appel à projets permettant d'accorder des subventions aux petites et très petites entreprises. Ce qui est une chose que nous faisons rarement avec les fonds européens, de peur en réalité de ne complexifier, comment dire, de ne complexifier effectivement la vie des entreprises avec nos subventions européennes. Donc, on essaie de travailler sur un dispositif de subvention européenne simplifié par rapport à ce que nous faisons d'habitude, en explorant toutes les possibilités réglementaires de souplesse qui nous sont accordées par la Commission européenne. Donc, pour la priorité soutien aux PME, nous avons prévu une enveloppe d'environ 27 millions d'euros qui s'ajoute en fait aux 30 millions d'euros que nous avons déjà consacrés sur cette thématique au tout début de la crise. Alors, sur la transition et l'écologique, vous en parlez tout à l'heure. Donc, on va cibler la mobilité douce, donc les pistes cyclables, mais pistes cyclables qui répondent aux besoins de mobilité du quotidien, c'est-à-dire les allers-retours des personnes travail, domicile, pour, je dirais, encourager les usages de mobilité douce, en lien avec l'intermodalité. Enfin voilà, vous aurez tous les détails cet après-midi, pendant la deuxième séquence de ce webinaire. Donc là-dessus, les cibles sont les établissements publics, les collectivités locales et les autorités organisatrices de la mobilité durable. Et nous allons consacrer, parce que les besoins sont extrêmement importants sur ce sujet, 27 millions d'euros. Sur la transition numérique, deux grands sujets, la numérisation dans les territoires à l'attention des collectivités territoriales, projet que nous avons déjà soutenu dans le cadre de la programmation actuelle, pour lequel nous pouvons, grâce à REACT-EU, apporter un abondement, je dirais, de 9 millions d'euros. Et nous souhaitons consacrer 27 millions d'euros à la numérisation, au déploiement complet de la numérisation dans les collèges et les lycées. Voilà, tout ça fait environ 107 millions d'euros sur 3 ans. C'est à la fois beaucoup et c'est à la fois certainement insuffisant pour faire face à tous les besoins en financement révélés par la crise, mais il est vrai que REACT-EU n'est pas le seul dispositif de financement à disposition
des acteurs du territoire, puisque parallèlement à REACT-EU, l'État a déjà commencé à mettre en œuvre son plan de relance à travers des appels à projets nationaux, à travers des financements qui font l'objet de conventions par la région dans le cadre du contrat d'avenir et auxquels toutes les collectivités et EPCI du territoire sont associés, qui font remonter énormément de projets actuellement pour lesquels des financements leur seront alloués dans le cadre du plan de relance national et du CPER. Donc on va passer à la présentation du calendrier prévisionnel de mise en œuvre de REACT-EU en région. Donc, nous avons lancé vendredi, publié sur notre site europe.maregionsud.fr 2 appels à projets, les 2 premiers, consacrés donc au projet du numérique dans les territoires, donc Smart Territoire, avec 2 dates, 2 possibilités de dépôt de dossiers au 14 mai 2021 pour les projets les plus matures, puisque vous avez vu que exceptionnellement, les projets en cours de réalisation ou déjà réalisés pouvaient être déposés. Et le 16 juillet 2021 pour les projets qui ont besoin d'un peu plus de temps de préparation. Notre objectif, c'est de pouvoir ensuite instruire rapidement ces dossiers et les programmer au premier trimestre 2022, sachant que les projets devront avoir été réalisés complètement au plus tard au mois de février 2023. Parce que et les porteurs devront avoir déclaré leurs dépenses dans leur totalité au mois de juin 2023 au plus tard. Donc, vous voyez, on est dans un calendrier extrêmement serré, ce qui explique qu'on ait pas mal travaillé en amont avec départements, métropoles, EPCI, pour vraiment, je dirais, pré-identifier un certain nombre de projets, ce qui n'empêche que tout le monde peut évidemment déposer son projet dans le cadre de cet appel, mais attention au calendrier des projets, c'est ce qui sera probablement le plus rédhibitoire au moment de la sélection. De même sur la mobilité 12, donc on est sur les mêmes dates, lancement le 12 mars, première date de clôture de l'appel au 14 mai, seconde date de clôture le 16 juillet et échéance de programmation premier trimestre 2021. Donc quand on dit calendrier de programmation, ça veut dire que c'est la date de décision d'allocation de la subvention européenne qui doit être prise au premier trimestre 2022. Et pareil avec, mais c'est vrai, ce sera vrai pour tous les appels que nous lançons, une date de fin de déclaration des dépenses par les porteurs de projets au mois de juin 2023. Ensuite, au mois de mai, nous lancerons les appels concernant la numérisation dans les lycées et les collèges et sur la santé, avec des dates de clôture en août 2021 et un calendrier de programmation au second trimestre 2022. Alors, vous voyez dans le tableau, s'agissant de la santé, on est encore en train d'y travailler parce que c'est un sujet qui est nouveau pour nous. À part le financement des masques dans le cadre de la crise, c'est vrai que c'est un sujet qui n'avait pas jusqu'ici été financé par les fonds européens gérés par la région. Donc, nous travaillons notamment avec l'ARS et les services de la région qui travaillent sur les questions de santé pour essayer véritablement, et les partenaires, pour essayer vraiment d'affiner notre cible de financement au titre de la santé. Donc, a priori, le lancement est bien mai 2021 et voilà, et clôture en août. Mais voilà, peut-être que ces dates changeront en fonction de ce que nous aurons pu définir. Enfin, nous souhaiterions, alors j'étais un peu pessimiste tout à l'heure, j'ai parlé d'un appel à projet en septembre-octobre, mais
Finalement, on devrait pouvoir le lancer en juin 2021 par le biais des subventions, et octobre-novembre, c'est plutôt l'abondement donc des instruments financiers existants pour lesquels il existe déjà des enveloppes. Donc, vous pouvez déjà vous adresser à Région Sud Investissement et BPI pour les prêts rebonds qu'ils accordent grâce au financement européen. Mais donc, on prévoit un nouvel abondement à l'automne. Voilà pour le calendrier prévisionnel. Sur la caractéristique des opérations, donc j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit, mais les opérations exceptionnellement pourront avoir déjà démarré ou être terminées à la date du dépôt des candidatures avec une rétroactivité au 1er février. Nous recherchons évidemment des projets matures, rapidement mis en œuvre, puisque l'exécution des opérations doit être achevée au 1er février 2023, impérativement, avec une remontée des dépenses avant juin 2023. Nous allons donc privilégier la sélection des projets dont le montage est le plus simple, c'est-à-dire que, en gros, nous ne voulons pas de projet avec d'autres cofinanceurs que le porteur de projet et l'enveloppe FEDER de REACT-EU. Nous allons exclure d'ailleurs les opérations qui font l'objet d'un cofinancement de l'État au titre du plan de relance pour des questions à la fois de simplicité, mais surtout d'incompatibilité, puisque le plan de relance national étant financé lui-même par des fonds européens, la Commission européenne interdit que nous puissions financer avec les fonds européens que nous gérons des projets déjà financés dans le cadre du plan de relance. Voilà, donc grosso modo, les grandes caractéristiques des projets que nous allons prioriser dans le cadre de ces appels à projets, mais évidemment, Je crois qu'on a un petit problème de connexion. On vous entend, Zoka. Oui, c'est rétabli. C'est que du côté de Raphaël, Camille. Donc, on va poursuivre du coup. Bon, bonjour tout le monde, Hélène de Barry, chargée de mission à la région. Je poursuis en attendant que la connexion de Raphaël se rétablisse. Donc, on vous présente aussi quelques liens utiles. Donc, on a créé une rubrique REACT-EU sur le dispositif. Donc, sur notre site Europe, l'Europe s'engage en région sud. Et vous pouvez aussi nous contacter. Donc, on a une adresse générique REACT-EU. Donc, c'est plus pour les informations, si vous voulez obtenir des informations assez générales sur le dispositif. Et tout ce qui concerne l'envoi des fiches projets pour un accompagnement par nos services, on vous demandera de vous adresser à l'adresse feder@maregionsud. Voilà, donc je laisse mes collègues prendre le relais pour les temps d'échange. C'est à vous. Ah, Florence non plus. En fait, je pense que tous mes collègues qui sont à la région ont des problèmes de connexion. Non, c'est bon, j'ai accès. Ah, c'est bon, d'accord, ok, très bien. Donc, j'ai essayé de répondre à certaines des questions lorsque je le pouvais. Donc, il y a eu des questions relatives à la publication des appels à projets en ligne. Je vous ai adressé le lien dans la conversation. Il y a eu aussi des demandes concernant l'éligibilité des dossiers qui seront déposés dans le cadre de ces appels à projets. Donc là, les appels sont ouverts et l'éligibilité des projets sera déterminée à la suite d'une phase d'instruction, comme c'est le cas pour tous les dossiers de demande de subvention. Sinon, je pense que c'était à peu près tout. Pour les supports, on est désolé, on vous les enverra de toute façon à l'issue de la présentation pour que vous puissiez en prendre connaissance. On va essayer de les charger à plusieurs reprises. Je ne sais pas si par contre vous avez des questions plus spécifiques.
Désormais, là, vous pouvez utiliser directement, enfin, allumer vos micros et les poser directement. Comme ça, on peut peut-être vous répondre plus spécifiquement. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc Linda Arteta Perrin, département du Var. Donc je me permets de prendre la parole puisque vous nous le permettez. Alors moi j'ai une petite question par rapport donc au cofinancement. Donc ce que j'ai bien compris, c'était que les projets qui bénéficiaient d'un éventuel cofinancement dans le cadre du plan de relance étaient exclus. Mais donc, si j'ai bien compris, les projets qui bénéficient d'un quelconque autre cofinancement sont également exclus, y compris par exemple un financement régional. Je parle en fait moi sur la thématique mobilité douce en particulier. Hein. Laurence, tu veux que je réponde? Oui, Caroline, s'il te plaît. Oui, merci. bonjour à tous. Caroline Famille de la direction déléguée FEDER. Alors non, on n'a pas exclu. Le seul cofinancement qu'on a exclu formellement dans les appels, c'est bien le cofinancement de l'État au titre du plan de relance pour se prémunir contre tout risque de double financement européen qui ferait tomber d'une part la subvention FEDER et d'autre part la subvention de l'État. Ce que Raphaël Dédioli-Morgan a voulu vous dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on va quand même chercher les projets dont le montage est le plus simple possible. Donc, d'une manière générale, et éviter en tout cas d'avoir un grand nombre de cofinanceurs qui vont d'une part conduire à un taux d'intervention du FEDER qui ne sera pas le plus optimal, et d'autre part, en phase de clôture de l'opération, puisque on y reviendra dans les ateliers thématiques, mais vraiment, on va avoir une contrainte de fin de projet et de clôture des opérations qui va être importante. Et pour le solde de l'opération, on doit récupérer les attestations de versement des cofinanceurs. C'est un document qui parfois prend beaucoup de temps à récupérer et qui bloque le processus de solde de l'opération. Donc voilà, pour vous répondre, on n'a pas exclu formellement les autres cofinancements, donc à part le cofinancement État au titre du plan de relance, mais on vous invite à pas avoir trop, voire aucun autre, si possible, cofinanceur, notamment aussi au regard des taux d'intervention qu'on vous propose qui sont quand même assez importants. Ok, merci. Alors nous avons. Est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y. Alors j'ai des questions de Camille Grosso, Jacques Depied et Raphaël Rinaldi. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Il s'agit de la mobilité douce. Comment pouvons-nous intégrer dans un programme des espaces de covoiturage? Nous sommes en territoire rural où il y a des espaces assez éloignés et l'objectif serait de rationaliser le déplacement des véhicules pour justement en arriver aussi à des économies d'énergie et surtout un peu moins de pollution. Est-ce que nous pouvons intégrer ce type d'opération? Alors, quand on a analysé en fait et donc identifié les typologies de projets sur lesquels on pensait que React.io était le dispositif le plus pertinent, effectivement, on s'est quand même concentré sur vraiment les projets de mobilité douce et clairement d'aménagement, de développement et de création de pistes cyclables. Effectivement, on n'a pas fait le choix d'élargir, par exemple, aux parkings de covoiturage ou aux organismes de ce type-là. Pour l'ensemble du territoire régional, il nous a semblé plus pertinent de cibler vraiment les pistes cyclables. Donc, dont tout le contenu va vous être présenté lors de l'atelier, le sous-atelier relatif à cet appel à projet qui commencera dans quelques minutes. Bonjour. Est-ce que Camille Grosso de l'IHU Militaire en Affection? Oui, allez-y. Après, ce sera à Raphaël Rinaldi de poser sa question. Parfait. Non, moi, c'était une question une partie de la question rejoignait le VAR, c'est-à-dire nous, c'est plutôt sur le volet santé-recherche, et donc du coup, c'était savoir si c'était possible de l'intégrer au financement de du CPER qu'on porte par ailleurs.
Je pense que la réponse sera un peu la même, c'est-à-dire pour l'instant c'est possible, mais vu qu'il y a un nombre de cofinanceurs assez important, c'est pas ce que vous recherchez en termes de priorité. Et donc du coup, ça me fait penser à la deuxième partie de ma question qui serait, nous on avait déjà remonté des fiches projets, est-ce qu'à l'ouverture de l'appel à projet santé en mai, c'est au regard de tout ce que vous venez de dire, aussi bien sur les montants que sur le profil un peu de projet que vous recherchez, sur les codes parts de financement, ce sont des choses que l'on peut éventuellement amender par rapport aux fiches qu'on avait déjà remontées par ailleurs. Il y a de cela quasiment un an, quoi, en mai-juin. Raphaël, tu veux… Non. Non, je t'avoue que je n'ai pas… Ah oui, d'accord. Non, il y a de l'écho. Je vais te laisser répondre parce que j'ai eu un petit souci. Je n'ai pas bien entendu en fait la question. J'en suis absolument désolée. Non, donc effectivement, alors comme Raphaël Dediuli-Morgan l'a rappelé, sur la thématique santé, on est encore vraiment en réflexion et en phase de définition du contenu de l'appel et des typologies d'actions qui pourraient être soutenues. Mais dans ce travail-là, on tient bien sur compte des fiches projets qui nous ont été transmises par les différents acteurs de la santé sur les territoires. Voilà, donc on ne peut pas aujourd'hui vous donner une réponse très précise puisqu'on est encore en phase de définition. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'en termes de temporalité, ce n'est pas un appel qui est lancé aujourd'hui, mais qu'on prévoit de lancer plutôt courant mai. Et si tu me permets de compléter, Caroline, site libertin du service recherche enseignement supérieur, on est de toute façon associé et on assure aussi le lien, notamment aussi avec le contrat de plan pour qu'on puisse articuler correctement après les différents projets, qu'ils soient côté CPER ou côté REACT-EU. On a bien dans l'idée de simplifier au maximum et tout ça sera retravaillé en collaboration avec les services Europe, avec notre service et avec les partenaires. On va laisser la parole à Monsieur Rinaldi ensuite et je vous prierai s'il vous plaît de poser vos questions directement dans le chat parce que si vous êtes plusieurs à se poser la main, comme ça on peut vous donner la parole dans l'ordre des questions. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, Raphaël Rinaldi pour Cap Énergie. J'ai une question par rapport à la mobilité parce que j'ai entendu parler de mobilité douce mais aussi de mobilité durable. Alors est-ce que la partie mobilité durable inclut par exemple les infrastructures de recharge pour véhicules, voire pour vélos, et l'intégration des énergies renouvelables pour la recharge intelligente, par exemple? Et est-ce que des solutions innovantes peuvent être éligibles? Alors, pas à l'appel relatif à l'aménagement des pistes cyclables lancé dans le cadre de REACT-EU. Ça, c'est des réflexions qu'on a dans le cadre de l'élaboration du programme opérationnel 2021-2027. Mais là, cet appel REACT-EU, on a vraiment fait le choix de cibler sur les aménagements cyclables. Et c'est finalement la seule typologie d'action mobilité qu'on va soutenir dans le cadre de REACT-EU. En revanche, c'est bien prévu. C'est bien prévu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bien prévu de pouvoir soutenir ce type de projet à partir du lancement du futur programme FEDER FSE 2021-2027 qu'on espère pouvoir lancer au second semestre de cette année. Et là, il y a bien une priorité qui vise à soutenir les projets de déploiement des carburants alternatifs et notamment comment on appelle ça, de favoriser la distribution de carburants alternatifs sur tout le territoire régional. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je reprends les questions qu'il y a dans le chat. On a une question concernant les contrats d'avenir, pour savoir s'ils étaient abondés par des fonds européens via France Relance et si un cofinancement REACT-EU était également proscrit. Alors, oui, effectivement, c'est bien le risque, hein, c'est-à-dire que le contrat d'avenir est financé en partie par l'État.
via le plan de relance national. Ce plan de relance national est cofinancé par l'Europe. Et dans la mesure où, contrairement à nous, le financement de l'Europe pour les plans de relance nationaux passe par les budgets nationaux, c'est-à-dire le budget de l'État, en réalité, ensuite, il n'est pas sanctuarisé sur une mesure spécifique ou deux mesures spécifiques. Il finance l'ensemble du plan de relance français. Et comme celui-ci se décline sur les territoires via le contrat d'avenir, effectivement, les cofinancements apportés par le contrat d'avenir au projet ne peuvent pas faire l'objet d'un financement via REACT. J'espère que c'est clair. Oui, il y a un peu d'écho en fait. Oui, on a une Donc en fait, question c'était sur- pour. oui, vas-y. Oui, donc en fait, effectivement, potentiellement, hein, les cofinancements État qui proviendraient du contrat d'avenir seront eux-mêmes composés en partie de crédits européens. C'est quand même 40%, hein, il me semble, du plan de relance français qui est composé, qui vient de la facilité pour la relance et la résilience, donc le plan de relance européen. Et donc potentiellement, il y a une incompatibilité entre un soutien contrat d'avenir volet État et un soutien réactif. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus. On a une question concernant la transition de territoire avec conversion de sites industriels, dépollution, transformation des emplois, formation. Savoir quel dispositif était concerné pour ce type de projet. Alors, sur ce type de projet, en fait, ce n'est pas le bloc réactif qui va être mobilisé, mais un fonds spécifique nouveau qui est mis en place par la Commission européenne dans le cadre du Green Deal, du Pacte vert européen, qui s'appelle le Fonds de transition juste, mais qui cible certains territoires seulement, les territoires qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et dans notre région, il s'agit du territoire du Bouches-du-Rhône. Et au sein du territoire des Bouches-du-Rhône, il s'agit effectivement la zone industrielle autour de Lemberg et de la zone de Gardanne. Donc, ce type de projet, qui est la transition des territoires, exactement, pourra être soutenu dans le cadre du fonds de transition juste. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce fonds dans le cadre de cette réunion, mais sachez que nous sommes en train de bâtir le programme qui nous permettra de mettre en œuvre ces nouveaux fonds. Une enveloppe de 148 millions d'euros va être allouée à la région pour financer ce type de projet. Que de ce côté, la directe, elle, se voit également allouer une enveloppe de 63 millions d'euros pour l'accompagnement social de cette transition industrielle et écologique. Donc, en tout, 200 millions d'euros environ pour cet objectif-là de mise en œuvre du Green Deal sur le territoire des Bouches-du-Rhône, mais nous reviendrons vers vous lorsque notre stratégie aura été définie. Voilà, elle est encore en cours d'élaboration. Ensuite, on a 3 questions qui concernent en fait des demandes d'éligibilité. On a une première question qui concerne en fait les cofinancements. Est-ce que les cofinancements doivent d'ores et déjà apparaître dans les dossiers de subvention, que ce soit les financements CRET ou CPER? On a une autre question concernant le caractère rétroactif des appels à projets. Voilà, une demande de précision pour savoir est-ce que les opérations doivent être bouclées à quelle date. Et une dernière question concernant l'éligibilité de certains types d'aménagements sur les pistes cyclables. Ça, je pense que pour cette dernière question, ce sera développé dans le cadre des sous-groupes. Mais pour les 2 premières questions, Caroline, je peux te laisser répondre? Oui, tout à fait. Alors, les cofinancements, c'est vrai que c'est un grand sujet, mais c'est évident que si vous avez déjà des cofinanceurs engagés, il faut bien sûr les faire apparaître dans le plan de financement au dépôt, puisque sinon, nous, on ne va pas pouvoir faire l'analyse correcte du montage financier du dossier. Donc, en tout cas, si c'est en cours d'engagement ou c'est en phase d'engagement, il faut bien faire apparaître ces cofinancements-là.
premier élément de réponse. Concernant la deuxième question, oui, effectivement, contrairement à toute règle de base d'engagement des fonds européens qui veulent que normalement l'Europe ne s'engage pas sur une opération déjà terminée. Là, REACT-EU, on est vraiment dans un dispositif de lutte contre la crise et donc on a cette permission de cofinancer des opérations, alors bien sûr qui devront avoir démarré après le 1er février 2020, date de début de la crise, mais qui pourront, sous réserve bien sûr de ne pas avoir un encadrement réglementaire qui ne permette pas normalement sur la mobilité douce et les territoires, les smart territoires. Ça ne devrait pas être le cas, puisque c'est bien sûr la réglementation relative aux aides d'État qui nous demande de ne pas financer d'opérations qui n'ont pas démarré avant la première demande d'aide publique. Donc, pour les appels qu'on lance aujourd'hui, on ne devrait pas être dans cette situation-là. Et donc, pour les opérations qui ont démarré en février 2020 et qui sont peut-être même terminées aujourd'hui, bien sûr, sous réserve de respecter l'ensemble des autres critères d'éligibilité, normalement, c'est des opérations qu'on peut soutenir. Mais c'est pareil, ça, dans les ateliers, on revient là-dessus, on revient sur vraiment les grands critères d'éligibilité, les points d'attention, les points de vigilance, et on va bien sûr approfondir le contenu des appels d'un point de vue thématique. Oui, on a une question à ce titre concernant l'éligibilité de tablettes qui n'étaient pas forcément éligibles. Donc, je pense que ça doit être au titre du volet numérique. Donc, on a une demande sur les ordinateurs fixes. C'est une demande de Monsieur Serge Griselin. Peut-être qu'il veut préciser s'il s'agit bien du volet numérique dont il parle et lui laisser la parole. Oui, bonjour. Oui, on a eu une réunion avec la région qui nous a indiqué ne pas financer prendre de financement sur les tablettes. Donc la question était, vous avez noté là dans votre webinaire les équipements collectifs. Donc je souhaitais savoir si dans ces équipements collectifs, vous associez les PC fixes. Donc là, effectivement, la question porte sur l'appel qu'on va lancer sur le soutien au déploiement du numérique dans les collèges et les lycées de la région. Comme l'appel santé, on est en train de le rédiger. Donc effectivement, ce qui est clair, c'est qu'on n'ira pas cofinancer les tablettes. Pour ce qui est des équipements informatiques fixes, on n'ira pas financer non plus du renouvellement de matériel devenu obsolète. Mais on est encore en train d'affiner les typologies de dépenses qui seront éligibles à cet appel. Merci. On avait une question concernant les aides au conseil pour le soutien aux PME. Est-ce que c'était éligible? Et une question aussi sur tout le territoire rural pour savoir si le territoire était bien éligible au dispositif REACT-EU. Alors, sur les PME, c'est pareil. Notre objectif, c'est de lancer l'appel en juin. Chaque fois, je fais un petit peu la même réponse, mais c'est vrai que c'est des appels qu'on est en train de rédiger. Donc, il n'est pas exclu qu'on puisse cofinancer de l'aide au conseil, mais pas par une structure intermédiaire. L'appel aide aux PME s'adressera directement aux PME et pas aux organismes intermédiaires. Par contre, si elles ont besoin de recourir à des services d'aide au conseil, a priori, dans le cadre du projet, bien sûr, ce sera éligible. Rappelle-moi. Oui, c'était sur le territoire rural. Ah oui, bien sûr, il n'y a aucune exclusion, c'est clair. Enfin, il y a l'ensemble du territoire régional, donc a vocation à être éligible au crédit REACT-EU. Donc, voilà. Bon, là, il n'y avait pas d'autres questions dans la conversation. Donc, on va très rapidement après vous rebasculer, je pense, en sous-groupe. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Moi, j'ai simplement vu passer effectivement sur l'adresse feder@maregionsud.fr, c'est vraiment notre point de contact. Je reconnais qu'il y a des fois où il faut qu'on
il faut qu'on s'améliore sur le délai de réponse. Et donc là, on va être attentif, notamment suite au webinaire, pour pouvoir vous répondre dans des délais corrects. On a une dernière question de Mandelieu. Alors, je vais peut-être laisser la parole à la personne. Allez-y. Oui, je suis Charles Barèche, élu de la commune de Mandelieu pour tout ce qui est subvention. Alors, je voulais vous poser une question concernant l'aide aux entreprises. Est-ce qu'un office de tourisme qui serait sous une forme juridique épique pourrait bénéficier d'une aide dans le cadre du soutien aux entreprises pour un plan de relance économique sur une partie bien précise qui consisterait, par exemple, en promouvoir ou améliorer le tourisme digital? Dans la mesure où on est en train d'élaborer l'appel, là, je ne peux pas vous faire de réponse définitive à ce stade. On avait quand même plutôt dans l'objectif de cibler ce qu'on appelle les investissements productifs pour le soutien aux PME. Alors, voilà où on en est aujourd'hui. On peut considérer que c'est un investissement productif dans le sens que le tourisme est la matière première du développement économique sur ce territoire et que, bien évidemment, si on provoque un afflux de clientèle sur le territoire, on va susciter de la vie économique avec les retombées indirectes que vous imaginez bien. Excusez-moi, j'aurais une petite question. Oui. Hélène Fossati, Service Europe de la métropole Aix-Marseille-Provence. Oui. C'est une question qui est en lien avec un dossier que nous avons eu en portefeuille, entre guillemets, sur la santé, pour parler de délais et pour éventuellement pouvoir respecter les délais prévus dans le cadre de REACT-EU. Nous nous demandions avec un maître d'ouvrage sur la question d'une maison de santé si les opérations présentées en VFA, donc en vente d'état futur d'achèvement des travaux pour la partie immobilière, seraient des montages acceptables dans le cadre de REACT-EU. En fait, toute la question tourne autour de la capacité. Est-ce que, même si c'est le stade actuel du projet, c'est en VFA, c'est ça? C'est-à-dire en fait, le projet aujourd'hui, on l'examine dans le cadre de REACT-EU. Bon, d'abord parce qu'il y a eu un point un petit peu favorable de votre part, mais c'est surtout que, en fait, le maître d'ouvrage n'avait pas prévu d'intervenir dans des délais aussi courts et que la vente en état futur d'achèvement peut peut-être permettre de simplifier en fait le montage du dossier. Et sa rapidité. En fait, on a tous les montages réguliers, réglementaires, choisis de façon conforme au texte. Ça ne nous pose pas de problème. Est-ce que malgré tout, même si en faisant ce choix, le projet serait vraiment achevé au premier trimestre 2023, dernier délai, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre de marge de manœuvre. Enfin, c'est en tenant compte d'une marge de manœuvre, des imprévus, de tout ce qui peut se passer sur une opération, notamment une opération immobilière. Et je ne parle pas des autorisations, etc. Donc voilà, mais on pourra en reparler si vous voulez. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. On va prendre encore deux petites questions. Donc, une apparemment de Mandelieu. Est-ce que la personne peut poser sa question? En fait, si vous voulez, j'ai pas entendu la fin de votre réponse quand je vous ai dit que le tourisme digital participait de la relance économique, en ce sens que ça renforce l'attractivité du territoire et donc les retombées indirectes au niveau de l'afflux de clientèle sur le plan de l'hôtellerie, de la restauration. Enfin voilà, c'est ça le but de faire du tourisme digital. Un peu se positionner un petit peu comme le font très bien les plateformes aujourd'hui qui sont très concurrentielles, type Booking. Oui, vous êtes inscrit dans quel sous-groupe, monsieur, s'il vous plaît? Pas encore inscrit. Je ne suis pas encore inscrit, madame. Je suis élu de la commune de Mandelieu, mais je ne suis pas encore inscrit. D'accord, parce que dans le sous-groupe sur les smart territoires, cette question peut trouver une réponse plus particulière. D'accord, ok. Comment on s'inscrit? Donc, comment est-ce qu'on s'inscrit? Comment on s'inscrit dans ce sous-groupe? On va vous inscrire, vous inquiétez pas.
Merci. Et la dernière question concernait, parce qu'après on va devoir vous basculer en sous-groupe, on va vous laisser 10 minutes de pause et ensuite basculer. Donc c'était sur une question concernant en fait l'éligibilité des chambres de commerce aux appels à projets REACT-EU. Caroline, tu veux répondre? Alors bon, sur la mobilité douce, non. Sur l'appel Smart Territoire, bon, on va en parler là hein, dans 10 minutes. C'est pas forcément des bénéficiaires qu'on a identifiés comme étant les plus voilà, mais donc a priori, il faudra qu'on en rediscute dans le cadre de l'atelier Smart Territoire, si vous voulez bien. Voilà, donc on vous propose 10 petites minutes en fait de pause et on va vous basculer à 10h45, ça va nous permettre en fait d'inscrire les dernières personnes qui se positionnent. Voilà, on se retrouve donc dans 10 minutes. Et donc juste là pour que ça soit clair pour tout le monde, donc on reste connecté et on va nous proposer. Exactement. On va cliquer ou ça va se faire automatiquement? Ça se fera automatiquement pour ceux qui ont demandé leur inscription. On va traiter les dernières inscriptions et normalement ça se fait automatiquement. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous et bon travail en atelier. Merci Raphaël, merci à Caroline, merci à tous.